Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très très contente de faire cette soirée avec des amies de longue date et qui sont toutes féministes. Et comme ça va être impossible pour moi de les vous voyer, je dis tout de suite, le tu va être de saison sur ce côté-ci. Et puis aussi, toutes ont travaillé la vidéo, enfin, et toutes nous aimons la vidéo, voilà. Mais nous aimons aussi la télévision pour la critiquer, pour la regarder. Donc aujourd'hui, eh bien, il y a d'abord Johanna Wider qui depuis les débuts du mouvement de libération des femmes a été de toute la suite du mouvement, et puis qui a créé avec d'autres le centre Simone de Beauvoir dans les années 82, qui a beaucoup fait de films et de vidéos avec notamment Delphine Seyrig, qui a créé Les Muses s'amusent. Et bon, je suis sûre que j'oublie plein de choses, Johanna, mais tu vas me le pardonner. Alors, à mes côtés, il y a Nadia Ringard, qui elle aussi a été aux avant-postes du mouvement de libération des femmes, sociologue, réalisatrice, qui a aussi été au centre audiovisuel Simone de Beauvoir, mais qui a fait beaucoup d'autres choses, comme beaucoup de vidéos aussi, au moment de différentes luttes. Tout à l'heure, tu nous développeras tout ça. Alors, au bout, là-bas, Hélène Fleckinger, qui a choisi de faire sa thèse sur le féminisme et la vidéo et la vidéo militante. On attend avec impatience le moment où elle va nous la publier. Et puis qui participe à de nombreuses choses autour de la vidéo militante, notamment qui travaille au séminaire vidéo des premiers temps, et qui, avec Nadia, travaille aussi sur Bobine Féminisme, un beau projet qu'elles ont sur les archives féministes et visuelles. On est d'accord pour en parler un peu aussi. Voilà. Et puis, à mes côtés, Elisabeth Lebovici, critique d'art, qui a été rédac-chef de Beaux-Arts, qui a travaillé très longtemps au service culture de Libération, qui publie quasi, j'allais dire, en continu, et qui est en train de notamment avec toi, Catherine. Et qui a... Je vais essayer de faire un effort. Excusez-moi. Elisabeth, donc, du coup, je me suis un peu perdu le fil. Non, je voulais dire que tu étais en train de préparer un livre sur art et sida. Ce que ce militantisme a fait. Enfin, dis-moi le titre exact. Ça s'appelle... Ça marche. Ça s'appelle Ce que le sida m'a fait, art et activisme à la fin du XXe siècle. Voilà. Donc la séance est tournée autour d'une vidéo que Johanna et Nadia ont faite avec aussi Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos, et qui est, et vous allez voir, une critique, un tract, un cri par rapport à une émission de télévision qui est passée en 1975, à la fin de l'année 75, qui était l'année dite de la femme. Et elles ont eu envie par cette vidéo, de reprendre la parole que la télévision ne leur avait pas donnée.
Donc la première partie de documents que nous allons voir, il va falloir faire un peu attention parce que j'ai choisi d'abord d'introduire les documents qu'on allait voir dans la soirée par peut-être un clin d'œil à deux des absentes, Carole et Delphine. Et puis, donc c'est un document de 80. Delphine Seyrig avait été invitée par Anne Sinclair pour parler de son métier de comédienne. Et elle a choisi de donner du temps à des militantes ou à des travaux auxquels elle tenait particulièrement. Il y avait notamment le groupe des répondeuses qu'elle a fait parler justement à cette émission. Et puis, il y avait surtout ses amis avec qui elle avait fait aussi de la vidéo, avec qui elle faisait de la vidéo, plus exactement. Et puis, après, nous allons lancer directement la vidéo Miso et Mazo vont en bateau, que vous allez découvrir, vous allez pouvoir suivre le cheminement pendant toute la soirée. Pour bien repérer les images de Mazo et Miso, il faut regarder, c'est en noir et blanc, alors que quand on va faire référence à l'émission d'origine, c'est-à-dire à celle de Pivot qui est passée en 75, encore un jour, et l'année de la femme, c'est fini. Eh bien, évidemment, cette série d'archives est en couleur. Donc voilà, eh bien, voyons les images maintenant. Donc, en fait, on voit que, à peu près avec les extraits, comment se met en place à la fois la vidéo par rapport à l'émission. Parce qu'en fait, au début, on trouve, c'est tout le début de la vidéo Mazo et Miso qu'on a vu, mais c'est aussi le début de l'émission. Donc voilà, bon, Johanna, j'aurais aimé que tu m'expliques comment on devient vidéaste quand on est dans le mouvement. Je voudrais d'abord répondre à une question que tu m'as posée sur l'origine. Parle bien dans le micro. Sur l'origine des inserts. Simone de Beauvoir, c'est un film d'Alice Schwarzer qui nous avait prêté cet extrait. Et l'autre extrait vient du groupe Vidéa, composé de Catherine Laourcade, Sine Guérin, Anne-Marie Faure, et la quatrième, je ne sais plus. Isabelle Fraisse. Bon, voilà. Voilà. Alors, bon. Et ensuite, je voudrais commencer par vous dire juste ça. Nous voulons... Il faut que tu parles bien dans le micro. Nous voulons... Tu veux que je te tienne? Non, mais si tu veux, je le tiens. Non, je le tiens. Nous voulons ici vous transmettre avec nos mots et leurs images les voix, la colère et les rires de Delphine et de Carole, aujourd'hui disparues. Vous transmettre leurs voix accrochées à la caméra, ces voix qui restent tissées à nos propres voix. Voilà un petit texte que je voulais vous dire, on voudrait que nos mots soient tissés aux leurs, et ils le sont. Alors bon, ensuite, je ne sais pas comment tu veux qu'on enchaîne. Tu veux qu'on te pose des questions? J'aurais voulu que tu nous expliques comment toi tu t'es mis à faire de la vidéo et pourquoi un groupe de vidéastes. Avec Delphine, l'amie de toujours, qui soulevait des montagnes, avec une photographe, Monique Duriez, et avec une cinéaste, Claude Jourde, et avec José Constantin, nous avons fondé un groupe, les Muses s'amusent, muses insoumises, indignées, impertinentes, résolument joyeuses et enragées, contre le viol, et nous disions déjà, salut la Liliane, nous voulons sortir dans les rues seuls, sans risque et sans protecteur. En 75. Contre l'inceste, nous battions contre l'excision. Et
l'année de la femme n'était pour nous qu'une vaste supercherie de toute façon. Je parle peut-être pas dans le micro. Alors, Carole, dans son local de l'épicerie, où nous allions plus tard passer 2 mois à réaliser Mazo, m'a tout appris de la vidéo. Le miracle de l'immédiateté et le casse-tête épouvantable du montage avec un chrono. Nous travaillions dans nos cuisines, nous faisions du home movie, et avec Delphine, nous disions « c'est la vie des hauts et des bas ». En 1975, avec Carole, j'ai réalisé 2 vidéos avant Mazo et Mizo, qui sont Les Mères espagnoles et La marche des femmes à Hendaye. Et chemin faisant, c'est comme ça qu'on fusionnait dans une fluidité très affective les muses et vidéo out pour devenir les insoumises qui ont présenté Mazo et Mizo vont en bateau que vous avez vu. Et le titre, évidemment, vient de Rivette, quoi. Enfin, était inspiré par Rivette. Alors, ça, c'est une sorte de, je sais pas, de généralité. Alors, est-ce que j'aborde l'antenne 2, enfin Non, on va peut-être demander à Nadia aussi de nous dire pourquoi elle a commencé dans la vidéo. Oui. J'ai fait des antisèches. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris des antisèches sur les dates. Parce qu'entre 70 et 75, on a fait tellement de choses à un tel rythme qu'on a toujours l'impression que c'est pas possible qu'on ait fait autant de choses en une année. Donc on se trompe sur les dates parce qu'il y a un effet de distorsion à cause de notre hyperactivité. Et quand je dis notre, je vais plutôt évoquer les liens avec Carole en particulier, avec Delphine aussi. Donc, moi, j'arrive au MLF en 70, je participe au numéro spécial de Partisans, qui est une des premières publications féministes, et en 71, je m'investis assez complètement dans la conception et la fabrication du premier numéro du Torchon Brûle. Et c'est aussi en 71, je pense, que je rencontre Carole. Alors, Carole, on avait une amie commune qui était Martine Franck, donc on était destinés à se rencontrer, mais c'est aussi parce que je vais essayer de vous donner des repères sur vidéo et féminisme aussi, par la même occasion. Au lieu de parler de moi, ça m'arrange toujours ça. Donc, on va parler beaucoup de travail collectif. La toute première bande de vidéo féministe a été faite par 5 personnes. Annette Lévy-Villard, Suzanne Fenn, Cathy Bernheim, Catherine Dedon et Ned Burgess, qui tenait la caméra, puisque aucune de ces femmes ne savait filmer. Et ils sont partis à 3 pour filmer la grève d'ouvrières qui occupait la bonnetterie de Troyes. Ce film a été monté aux Beaux-Arts et Carole travaillait à côté, et c'est à cette occasion qu'elle a rencontré les premières femmes du MLF et qu'elle aussi s'est engouffrée aux AG des Beaux-Arts. Après, alors je vais essayer de ne pas oublier des choses, je vous dis, parce qu'on en a fait tellement. Donc là, on est en 71. Fin 71, alors je sais qu'avec Delphine, nous avons, avec beaucoup d'autres, soutenu la grève des jeunes mineurs enceintes du collège très répressif du Plessis-Robinson. Donc là, Delphine était vraiment en tête de ce soutien. Et je le dis aujourd'hui, en sachant qu'il y a un film de fiction qui sort demain, qui s'appelle « Elles, les filles du Plessis », que je suis très curieuse de découvrir demain. Mais en tout cas, je sais qu'à ce moment-là, j'étais déjà suffisamment liée à Delphine et Claude Jourde, que Johanna vient de citer, était, je sais pas, elle était surveillante, enfin elle avait un rôle dans cet établissement, et c'est elle qui avait appelé les féministes à l'aide. Et Delphine et Simone de Beauvoir en tête, nous avons occupé, soutenu, médiatisé cette lutte. En 72, Carole revient des États-Unis avec un film sur un avortement par la méthode Karman, qui est une méthode par aspiration qui n'était pas encore pratiquée en France, et elle fait un film autour de cet avortement par aspiration qui s'est appelé Yakapa Baiser, que j'imagine beaucoup d'entre vous ont vu. Et pour ce film, elle cherchait des témoignages de femmes qui avaient avorté. Avec Françoise Pic, nous étions dans la région de Mantes et autour des usines Renault à Flins. On militait beaucoup dans ce secteur, et
nous sommes allés interviewer une femme qui s'appelait Colette Thuet, qui avait avorté 7 fois, qui nous a raconté la quinine, les queues de persil, l'eau de javel, et tout ça était donc dans la première version du film de Carole. Et à ce moment-là, j'ai, je crois, vraiment découvert la vidéo, parce que moi, j'arrivais plutôt du cinéma, et j'ai découvert la vidéo à ce moment-là, puisque après avoir fait ce tournage et cette interview, ben évidemment, je me suis intéressée aussi au montage, et j'ai passé pas mal de temps à regarder ou participer un tout petit peu au montage qui se faisait rue de l'Odéon au domicile de Carole Roussopoulos et de son mari Paul Roussopoulos, parce que Carole ne montait pas encore elle-même à l'époque, c'est Paul qui était aux machines, et comme les enfants étaient très jeunes, on montait à leur domicile. On a fait pas mal de choses comme ça dans des lieux qui n'étaient pas des vrais bancs de montage institutionnels. De toute façon, on n'était pas très institutionnels. En 73, j'accompagne Carole. Vous avez compris, hein, j'essaye aussi de donner quelques jalons sur Carole et la vidéo, puisqu'elle a vraiment été non seulement pionnière, comme on l'a beaucoup dit, mais aussi au centre de beaucoup de nos expériences avec la vidéo. En 73, je l'accompagne à Besançon, où là, je n'ai pas participé au montage. C'était la Grande Marche des Lippes en septembre 73. Je regarde l'historienne, mais je crois que c'est ça. Septembre 73, qu'est-ce qu'il y a ? Et donc elle a fait plusieurs films là-bas, et moi j'ai pas participé au montage là, mais j'ai circulé pendant la marche, j'ai trouvé des gens interviewés, enfin petite collaboration, mais j'étais auprès d'elle. On est en 73 septembre, je vais sauter à 75 et puis j'ai bientôt fini. En 75, Carole fait avec la vidéo une expérience radicalement différente, puisque, avec des femmes qui sont ici dans la salle, je le sais, elle est partie à Lyon pour soutenir la lutte des prostituées qui occupaient l'église Saint-Dizier à Lyon. Et là, quand je dis c'est toute autre utilisation de la vidéo, c'est qu'elle a fait un film, bien sûr, mais dans un premier temps, elle filmait à l'intérieur de l'église des prostituées qui ne pouvaient pas sortir, qui étaient bouclées à l'intérieur de l'église. Donc, elle les filmait et elle montrait aux passants, aux gens à l'extérieur, ce qu'elle avait tourné à l'intérieur. Et puis, elle enregistrait les réactions des passants et elle ramenait ça à l'intérieur pour les prostituées. Donc, on est en 75. Je ne participe... Là, je ne suis pas à Lyon, je ne participe pas au montage. Mais, et là, on a notre première expérience, finalement, de projection assez public de la vidéo, puisque Frédéric Mitterrand, qui dirigeait à l'époque les cinémas olympiques et entrepôts, nous propose, on lui demande, franchement, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on s'est retrouvés pendant au moins 3 semaines à faire des projections régulières de ce film sur les prostituées et d'animer des débats. Des débats que j'ai eu la chance d'animer en particulier avec Chantal Akerman. Et c'était d'ailleurs assez drôle parce qu'un soir, Chantal m'a dit « Est-ce que tu veux venir voir demain, il y a l'avant-première de mon film ?» Et elle m'en a rien dit d'autre. Je me suis retrouvée le lendemain à la première projection de Jeanne Dillman. Donc, j'étais quand même assez impressionnée. Et donc, avec Chantal et d'autres, nous avons, pendant quelques semaines, animé des débats avec certaines des animatrices du mouvement de Lyon. Donc, voilà, on arrive vraiment fin 75. Et là, ben voilà, je les trouvais absolument sublimes, drôles, intelligentes. Donc, quand Delphine nous a montré l'émission... Moi, je voudrais savoir justement comment ça s'est passé. Vous étiez au courant que cette émission allait arriver, vous l'avez regardée, vous étiez très très énervé quand vous l'avez regardée, on vous en a parlé d'abord. Comment ça s'est passé, ce rapport avec la télé ? On savait, c'était dans l'air, hein, l'émission d'Antenne 2 à la fin de l'année avec Giroud. Et en fait, on ne savait pas quand, c'était à peu près flou. Et Delphine est partie en vacances en Charente. Et Carole et moi, on partait ailleurs, on ne pouvait pas. Donc, elle avait son porte-à-pack Sony, là, et elle l'a enregistré. Elle n'avait rien à faire. Le soir tombe à 4 heures. Par hasard, elle est tombée dessus, c'est tout. Elle l'a enregistré. Et là, elle est rentrée
dans un état de colère et de révolte totale. Elle sonne l'alarme et vite, vite, on se retrouve à l'épicerie, et enfin le local en question, et on visionne toutes les quatre. Et là, il était évident qu'on ne pouvait pas entendre ça sans faire irruption. Mais en même temps, comment ? Par quelle méthode ? Faire irruption notre colère, notre stupeur devant la façon dont Françoise Giroud, encaissant tout, s'est couchée. Et la cible, du coup, est devenue double. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois attaquer Giroud, Mazot et les misos de Antenne 2. Donc on avait vraiment du travail sur la planche. Et alors, on s'est dit, tout de suite, on voulait incruster dans les images. Et là, Carole nous a expliqué qu'on ne peut pas, qu'en fait, c'est comme le tricot, le montage vidéo. Quand on change de fil, c'est un nouveau plan. Et donc, c'est devenu vraiment un travail de titan. Et je veux vraiment porter hommage à Carole, qui a fait le montage de toutes nos interventions que nous avons confectionnées sur des panneaux, sur des déroulants, sur des musiques que nous avons trouvées. Et c'est Carole, juchée sur son tabouret, face à le roi des bandes de montage de l'époque, qui était le Bel EOL, qui, pendant 2 mois, a monté, et chaque montage, chaque plan monté était une réussite ou bien une source de frustration qu'il fallait recommencer. Mais vraiment, sans elle, on n'aurait jamais pu faire ça. Donc, c'était vraiment extraordinaire, quoi. Je veux vraiment rendre hommage à Carole, qui, en plus, avait une patience extraordinaire, parce que c'est au 10e de seconde, hein, c'est ça ? Au 10e de seconde, il fallait monter chaque plan avec son chronomètre. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Et moi... C'est parfait, là. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que vous retrouvez les techniques de la gîte propre, hein, oui. C'est-à-dire les incrustations. Et tout d'un coup, il y a la manifestation qui rentre à l'intérieur de la vidéo, d'un certain point de vue, hein, puisque les banderoles, enfin tout ce que vous avez... Mais c'est ça qu'on voulait faire seulement. Tu te rends compte que c'était infaisable sans Carole qui arrête, qui filme le plan, qui ensuite essaye de l'insérer, et si elle se trompe d'une 10e de seconde, il faut recommencer. Mais c'était un travail et de dentelle et de menage extraordinaire. C'est-à-dire en même temps, il fallait qu'on trouve, il fallait qu'on imagine des réponses, il fallait qu'on... Enfin, tout ce que vous avez vu, voilà. Le résultat est assez... est incroyable. Donc on va continuer de regarder. Oui. On voit la suite des extraits. Merci. Je crois qu'il y a plus d'une 60aine de panneaux. On va revenir à cet aspect-là après. Oui. Mais, je ne sais pas, Hélène, tu les as ? Alors, en fait, pour revenir quand même à l'émission, en fait, donc normalement, elle devait avoir lieu à la place d'Apostrophe, donc un vendredi à 20h30. Et il y a eu une grève juste au moment où devait être diffusée cette émission, c'est-à-dire qu'elle était prévue pour le 19 décembre, et en fait, le premier titre était 12 jours encore, et ouf, l'année de la femme, c'est fini. Donc, elle passe un mardi, et à 22h30, donc il y a tout un changement dans les heures de diffusion. C'est pour ça que je suis très étonnée de savoir comment, notamment Carole ou Delphine avaient pu le savoir. Et puis, et puis donc dans les dossiers de production, en regardant un peu plus près le choix qui avait été fait autour de l'émission, on se rend compte qu'au départ, il n'y avait pas une volonté si misogyne. Dossier de production avec les éléments donnés, bien qu'elle passe un vendredi, le même jour qu'Apostrophe, cette émission spéciale n'a aucun rapport avec l'émission habituelle de Bernard Pivot. Il ne s'agit donc pas d'un magazine de livres, mais d'une émission très éclectique où, en direct et en public, et en présence de Madame Françoise Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine, on fera d'une manière souriante, humoristique, satirique,
À 12 jours de la fin de l'année de la femme, une excursion sur les sentiers battus est toujours très fréquentée de la misogynie. L'humour est peut-être une arme, au moins aussi efficace que la colère. Ils sont prévus dès le début des sketchs anti-misogynes, donc qui sont réalisés par José Dayan, les spots publicitaires qui sont réalisés par Agnès Delarive, et puis les interviews des fiefés misogynes. Et dans le dossier de presse, c'est bien indiqué comme ça, fiefés misogynes de la télévision, de la politique, de la bande dessinée, de la marine à voile. Et les reportages sont confiés à Anne Sinclair, qui alors, c'est sa première télévision, parce qu'elle est jusque-là journaliste à Europe 1. Et tous ces reportages sont faits par Dominique Page, qui est une réalisatrice aussi de la télévision. Donc, ils font le choix de montrer, de prendre des cadreuses, des metteuses en son, des monteuses. Enfin, ils ont tout féminisé pour l'émission. Agnès Delarive ne travaille pas habituellement pour Apostrophe. Elle travaille pour Midi 30 d'habitude. Et donc, il y a une vraie volonté d'essayer de montrer toutes les femmes au travail, à la télévision. Et évidemment, l'interrogation que pose à Marcel Julien Anne Sinclair prend encore plus de dimension actuellement quand on voit en effet que sur la photo qu'il y avait à l'époque. Oui, Pielbert, c'est Marcel Julien à ce moment-là. Donc voilà. On voit à peu près par le biais de la vidéo à peu près tous les épisodes qui étaient prévus. Et on voit aussi très clairement quand on choisit de regarder et de regarder en arrière, etc., comme moi j'ai la chance de pouvoir le faire, le passage avec Marie-Thérèse Aurin, la chanteuse, que Pivot essaye en vain de faire réagir Giroud. Et en lisant le dossier de prod, on se rend bien compte qu'en fait, ils ont pensé que Giroud serait beaucoup plus mordante, plus agressive même par rapport à ce qui était dit. Et du coup, en fait, elle laisse la parole complète aux misogynes. Et ça, c'est pas vraiment ce qui est voulu, et c'est là qu'on voit l'importance du dossier de production. Donc, Hélène, tu aurais peut-être des choses à nous dire, toi, sur comment elles ont travaillé ou le choix de matériel? Alors, c'est vrai qu'il a été mentionné là, à plusieurs reprises, donc l'utilisation de cette technique émergente qu'est la vidéo légère, donc le porte-à-pack. On peut peut-être voir une image à l'écran, je veux bien, s'il te plaît, Jean-Michel. Voilà, non, parce qu'en fait, on ne voit pas, je suis troublée depuis tout à l'heure parce qu'on ne voit pas la même chose que vous, ici. Donc, il y avait une espèce de décalage. Donc là, vous voyez effectivement une publicité pour l'une des versions du porte-à-pack, en l'occurrence de Sony, en 1974, qui est précisément le modèle que les Muses s'amusent, donc Delphine Seyrig, Johanna Wider, donc Monique Duriez, Claude Lefebvre-Jourde et José Constantin, mais je les recite, vont s'approprier. Je les recite parce que par ailleurs, on va aussi voir peut-être quelques photographies d'elles-mêmes à la caméra en amont. Et donc, ce matériel avait évidemment beaucoup d'avantages, et ça a été dit, c'est vraiment parce qu'il s'agissait de vidéos, c'est-à-dire de signal électronique, qu'il était possible de disséquer à ce point-là l'émission de télévision, donc dans sa matière même, grâce à l'enregistrement magnétoscope qui avait été fait en amont. Vous l'avez dit tout à l'heure, combien c'était fastidieux le montage dans l'ordre, et donc on observe justement une montée en puissance parce que vous avez une énergie très forte pendant 2 mois où vous montez quasiment jour et nuit, ça a été dit tout à l'heure. Donc on est dans un contexte où la vidéo légère a été appropriée par des groupes militants qui se veulent autonome. C'est un support qui va aussi être approprié par des institutions culturelles de type Maison de la Culture, Maison des Jeunes et de la Culture aussi, des universités, etc. Mais d'abord, ce sont des groupes militants. Et des artistes. Et des artistes. Ouais, mais les artistes, c'est pas
pour la France, on peut en reparler tout à l'heure justement, parce que pour la France, c'est un peu plus tardif, même si c'est... Enfin, bon, on va pas revenir... Enfin, on en parle tout à l'heure. Sur la question de rapport vidéo militante, art vidéo, je propose qu'on en parle dans un quatrième temps, effectivement, dans cette séance. Donc, en France, ce sont bien des groupes militants qui s'emparent de la vidéo légère à partir de 1968 et au début des années 70. Effectivement, plutôt dans un deuxième temps, pour la France, des artistes, et c'est plutôt à partir du milieu des années 70, et les femmes vont se révéler extrêmement nombreuses. C'est-à-dire qu'alors que dans le contexte des pratiques militantes avec les techniques argentiques, les femmes étaient extrêmement réduites à portions congrues, au contraire, avec les techniques légères vidéo, elles vont représenter quasiment la moitié des praticiennes. Et parmi ces collectifs, il y a donc de très nombreux, toute une nébuleuse en fait, de collectifs de vidéos féministes qui se créent sur le modèle du MLF, non mixtes, autonomes, non institutionnalisés. On en a cité un certain nombre. Et tous ces collectifs vont s'attacher à filmer les grandes luttes féministes, les combats en faveur de l'avortement et de la contraception, la mobilisation des lesbiennes au sein du phare, la grève et les revendications des prostituées, les manifestations contre l'année internationale de la femme, tout ça a été cité. Et toujours dans une démarche d'auto-représentation politique. On a cette idée que la vidéo va permettre aux femmes, enfin, de donner des images d'elles-mêmes qui leur soient propres et non plus imposées par un modèle patriarcal. Et cette vidéo, il faut la penser dans ce contexte comme s'insérant au sein d'une culture féministe, parmi d'autres moyens d'expression que sont les affiches, les tracts évidemment, les journaux, les chansons, la photo, des pièces de théâtre, etc. Et une petite précision encore sur le phénomène d'appropriation de la vidéo par les femmes, qui n'est pas du tout un phénomène évidemment strictement français, c'est tout à fait international. Et comme le disait Carole Roussopoulos, c'est en aucun cas parce que la vidéo légère était moins lourde que les techniques argentiques, que les femmes s'en sont accaparées, mais c'est bien parce qu'il s'agissait d'un média vierge qui présentait de nombreux avantages, donc sans école, sans passé, sans histoire, que les hommes ne s'étaient pas encore appropriés. Il y avait aussi des avantages évidemment économiques et de production. Économiques, parce qu'une fois le matériel, somme toute quand même relativement cher, le point de départ, donc la caméra, donc qu'on a vu tout à l'heure, le magnétoscope, et puis dans un premier temps, c'est aussi le moniteur et le magnétoscope de relecture avant que le même magnétoscope puisse servir et à l'enregistrement et à la relecture. Donc tout cet ensemble représente 14 000 francs à peu près de l'époque. Donc Carole Roussopoulos aimait bien dire que c'était le prix d'une voiture d'occasion. Donc une fois ce matériel acquis, finalement, les bandes vidéo elles-mêmes, elles ne sont pas très cher. On peut en plus réenregistrer par-dessus. On peut s'essayer finalement, recommencer n'est pas dramatique, on peut prendre le temps de ses erreurs. Et toute une série, ça a été dit, puisque c'est dans le cadre d'un stage justement que Johanna et Delphine ont rencontré Carole, il y a eu des stages organisés à destination des femmes. Et donc cette technique a été transmise de manière horizontale en quelque sorte. Et enfin, en termes de mode de production, les femmes avec la vidéo, peuvent maîtriser l'ensemble du processus, c'est-à-dire de la production, de la prise de vue et de la prise de son, jusqu'à la réalisation en passant évidemment par le montage, et on en parlera dans un deuxième temps évidemment, également au niveau de la diffusion. Et donc elles étaient finalement plus artisanes en quelque sorte, que professionnelle, et c'était même un hiatus, ou plutôt une opposition revendiquée, semble-t-il, d'après les textes en tout cas, et les témoignages de l'époque qu'on peut trouver. Voilà, dans les cuisines. C'est une pratique de cuisine. Et c'est vrai que c'est intéressant, avec, selon ce modèle, et finalement cette idée que le personnel est politique, et que là, ce qui se joue dans la cuisine est tout à fait politique. Et donc, les femmes se sont vraiment emparées de tous les postes, et dans une pratique qui essayait de remettre en question aussi la hiérarchie entre travail manuel et travail intellectuel qui prévaut au sein des techniques argentiques. Ça, c'est un point vraiment très important. Et dernier point, mais je ne vais pas le développer, c'est que évidemment, Mazo et Miso vont en bateau et une réponse en vidéo légère
à une émission de télévision. Et là, on est en plein dans ce que Jean-Paul Fargier a appelé cette opposition entre télé, ou plutôt VTR, Videotape Recorder, donc le magnétoscope, contre la télévision. Il y a toute une veine dans les années 70 de travail en vidéo légère, de critique finalement de la télévision. Mais si je puis me permettre, et j'espère ne vexer personne dans la salle, aucune réalisation n'est allée à ce point en fait, de ciselage dans le montage et dans la réponse à l'intérieur même d'une émission télévision. Si tu veux, je te passe le micro qui est là, mais il y en a des plus proches. Mais moi, j'avais quand même une question qui me... C'est la documentaliste Ina qui s'inquiète. Pour les problèmes de droit, comment vous avez fait? Parce que... Je pense que c'est peut-être le moment de dire que quand on dit détournement, et on a été accueillis par féminisme, détournement, pour nous, c'était pas un détournement, mais pas du tout. C'était un droit de réponse. Et un droit de réponse, on ne le mendie pas. Quand on est le MLF de 1975, on le prend. Donc on ne s'est pas posé la moindre question sur les droits. On pourra vous raconter tout de suite, quand on aura peut-être un peu parlé de comment on a travaillé, mais on pourra vous raconter comment on a diffusé cette bande. Mais la question des droits ne se posait simplement pas. Je suis navrée, mais encore une fois, cette notion de droit de réponse est très importante, parce que Hélène, c'était un droit. Parce qu'on était très en colère, il faut quand même utiliser le mot colère, on ne pourra pas l'éviter. Mais dans ce que disait Hélène, j'ai surtout repéré que finalement, oui, il y a eu d'autres travaux qui utilisaient des images de télévision. Et là, on avait passé un autre cap, c'est-à-dire que même Carole, dans Y'a qu'à pas baiser, la bande dont je vous parlais tout à l'heure, le début du film, si je ne me trompe pas, c'est déjà des images de publicité prises à la télévision. Donc, du détournement, beaucoup de groupes vidéo en avaient fait. Et là, on a fait complètement autre chose. On a pris l'ensemble de l'émission et on s'est arrogé un droit de réponse. Il y a d'ailleurs le travail qu'a fait Delphine Seyrig avec Carole Roussopoulos autour de Scum Manifesto. Et quand elle parle, on voit bien qu'il y a une télé au milieu. Donc la télévision, elle est aussi là, tout d'un coup, de façon... C'est suivi après, mais c'est juste pour dire que la télé est là. Là, mais vous voulez lui répondre. Oui, enfin répondre à la télé et à Françoise Giroud, enfin à cette situation absolument intenable. Et on était 4 aussi. Il faut se dire que vous parlez que d'autres tentatives ont été faites pour détourner, mais là on était 4. On était vraiment 4 acharnés à ne pas supporter d'être battus comme Françoise Giroud se laissait battre et comme la télévision nous traitait, même en provocation, mais elle nous traitait quand même comme ça. Donc on avait une double cible de combat. Et on était 4 battantes. Donc c'était vraiment assez particulier comme situation, avec des brainstorms d'imaginaire. On calait, on séchait, on recommençait. Mais je conçois que ce soit unique, mais il y avait aussi un concours de 4 personnalités tout à fait farfelues et diverses et convergentes dans l'objectif. Donc c'est bien parce que ça a gardé une diversité formidable. Vous avez beaucoup joué aussi sur le son. Vous avez ajouté des voix en plus de... Non ? Oui, on est intervenu de temps en temps, mais surtout c'est la musique. Enfin, c'est le processus de répétition qui rend les choses comiques de temps en temps, mais ça c'est écrit. Et au niveau du son proprement dit, on a tout de suite commencé avec la barcarolle. Le son, c'était très compliqué. En fait, il fallait à la fois ne pas casser le tempo et le retrouver dans les interventions musicales qui se sont intensifiées au fur et à mesure. Et du coup,
du coup, la nature de notre intervention a changé par la dérision des interventions musicales. Mais ça s'est passé comme ça, c'était pas voulu au départ. Ça c'est non. C'est l'image du tricot que Carole utilisait, que tu as reprise tout à l'heure, c'est qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Et ça, c'est très très important pour comprendre comment ça s'est structuré, puisque au début, vous avez vu, on a inséré Simone de Beauvoir, les images, tu nous le dis, d'Alice Schwarzer. On a inséré les images de la manifestation du 8 mars 75. Et après, on a arrêté de faire ce genre de choses. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on attrapait la structure de notre réponse, on voit les procédés se répéter. En gros, on peut dire qu'on a suivi le déroulement de l'émission et que quand on était en colère, c'est ce que tu me disais hier, on était en colère. Si on trouvait une réponse, on la mettait. Si on n'en trouvait pas, on passait à la séquence suivante. On n'a pas structuré l'émission, on n'a pas détruit l'émission, on a suivi son... On marinait pendant une semaine pour trouver une réponse et du coup, on avançait virtuellement pour ne pas rater l'occasion d'une réponse jusqu'à ce qu'on trouve. Mais c'était vraiment une recherche extrêmement originale et viscérale, quoi. Viscérale. Il fallait répondre, et le rythme a changé, parce que le rythme a impulsé au fur et à mesure qu'on avançait, comme dit Nadia, à accélérer, à changer presque la nature de notre réponse. Parce qu'au début, c'était assez sage et classique, et puis ensuite, c'est devenu assez vertigineux dans les façons de traiter, de nous moquer, de faire des splashs et des flashs, enfin, d'intervenir tout le temps. Voilà. Vous êtes inspiré de la bande dessinée, de tout ce qui existait aussi dans les moyens d'expression autour de vous. C'était pas voulu, ça venait comme ça, splash. C'est bon, c'est une bande. On peut dire que c'est une bande dessinée, mais c'est bon, c'est ça. Et puis la recherche quand même des documents sonores pour l'Alsace et la Lorraine, et puis pour l'Odyssée de l'espace, en fait, toutes ces choses-là qui sont venues petit à petit étoffer. Donc le son a pris de plus en plus d'importance par rapport aux images et aux idées. Le son nous a porté. Le son nous a porté, et puis ça s'est construit peu à peu. Je pense, mais c'est une hypothèse, parce que ça fait quand même 40 ans. On ne vous a pas dit, mais la première projection du film, c'est 40 ans jour pour jour. C'est le tribunal de Bruxelles. Et donc, je crois, mon hypothèse, c'est que quand on a commencé à découper en chapitres, ça a structuré aussi notre réponse, un petit peu comme si on allait vers la démonstration que s'écraser à ce point devant des propos aussi misogynes et provocateurs, puisque tu nous as bien montré que c'était fait pour la faire réagir, s'écraser comme elle s'est écrasée. Il ne faut pas oublier non plus qu'on était très très hostile à l'année internationale des femmes et aussi à cette expression atroce qui est la condition féminine. Or, Françoise Giroud était secrétaire d'État à la condition féminine. Vous avez entendu, on dit indigner la secrétaire. On dit jamais la ministre. Ça, c'est beaucoup Delphine qui tenait absolument à l'appeler toujours la secrétaire. C'était pas très, très gentil, mais indigner la secrétaire, non. Et donc, elle était secrétaire d'État à la condition féminine, ce qui nous a quand même beaucoup énervé aussi. Et dans nos réponses, je crois qu'il y avait cette progression vers... C'était une démonstration de, vous voyez, si on se moule à ce point dans la séduction attachée à la condition féminine, eh ben on est maso. On arrive vers... voilà, Alors, dernière chose sur la forme, si je peux encore. Parce qu'on s'est beaucoup amusé à faire ça, il ne faut quand même pas oublier de le dire. Les questionnaires, vous en avez déjà vu un, ils scandent aussi l'ensemble du film, et c'est vraiment une tradition du MLF, puisque au moment des États généraux que le journal Elle avait fait sur les États généraux de la femme en novembre 70, le journal Elle avait pondu un questionnaire qu'il avait fait largement remplir, et un groupe de femmes du MLF avait détourné ce questionnaire. Je les ai pas toutes en tête, les questions et le détournement, là, pour le coup, du MLF.
mais une des plus connues était « À votre avis, les femmes sont-elles plus douées, moins douées, aussi douées que les hommes pour conduire une voiture ?» Version MLF, à votre avis, le double chromosome X contient-il ou non les gènes du double débrayage? Donc, voilà, le questionnaire, il était beaucoup utilisé à l'époque, mais il y a une vraie tradition féministe sur les questionnaires, et là, on en a beaucoup usé. Je pense qu'on va peut-être repartir dans vos images, et justement, là, on va voir toute l'utilisation du son, etc. Attends, avant, un mot sur les prénoms qu'on voit à la fin, puisque les paroles de la chanson réellement détournées, celle-là, qui en fait n'était pas Jean Ferrat mais Aragon, si je ne me trompe pas, et les paroles du détournement ne sont pas des 4 réalisatrices du film, mais d'un groupe de féministes dont plusieurs sont dans la salle. Je crois que c'était à la sortie d'une réunion du sexisme ordinaire, c'est ça ? Enfin, c'était autour du sexisme ordinaire. Je sais qu'il y en a plusieurs dans la salle qui ont participé à cette écriture de paroles, Catherine aussi, et surtout c'est Julie Dassin qui chante. Et l'enregistrement s'est en effet fait à l'épicerie. Elisabeth, à ton tour un peu là. Comment on peut passer comme ça d'une œuvre militante à une œuvre qui prend sa place en un musée? Oui, voilà. D'abord, je dirais que, je ne sais pas, il faut qu'on en parle ensemble, mais bon, pour amorcer un peu les choses, il faut déjà une génération. Hein, la vidéo entre au musée, quand même presque 40 ans après. Hein, c'est blanc, mais c'est vrai. Et cette question de temporalité, elle me semble très intéressante. Mais c'est aussi probablement parce que les conditions du militantisme et les conditions de la diffusion de la vidéo et ce que représente le musée aujourd'hui a peut-être aussi un petit peu changé. C'est de ça dont j'aimerais un petit peu parler, aborder ça avec vous. Bon, d'abord, cette translation, elle ne s'est pas faite toute seule, entre les différentes projections de Mazo et Mizo dont vous allez parler, j'espère, tout à l'heure, c'est-à-dire comment la vidéo a été distribuée, où est-ce qu'elle s'est vue, etc., disons, dans un contexte plus militant. Et cette entrée au musée en 2011, je crois. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire entrer au musée national d'art moderne? Ça veut dire être acquise. Hein, ça veut dire que tout d'un coup, voilà, la vidéo est achetée. N'est-ce pas? Hein? Ça veut dire aussi qu'elle passe devant un comité d'acquisition, hein, qui est fait de personnes qui ne sont pas particulièrement des militants, ni des militantes d'ailleurs, ni des féministes. Donc tout d'un coup, il y a effectivement cette institutionnalisation par le comité d'achat, par l'achat, et tout d'un coup, la vidéo rentre au musée. Alors on peut d'abord se demander pourquoi ça n'a pas été plus tôt. Hein, il a fallu quand même 38 ans ou je ne sais pas combien pour que ça se passe. Et il y a eu effectivement des jalons. Je crois que l'acquisition de façon plus matérielle, elle s'est faite, si je me souviens bien, il y a eu une exposition qui s'appelait Elle à Centre Pompidou, où il y avait déjà des bouts de vidéos militantes qui avaient été insérés au site. Hein, qui, si je me souviens bien, était lié à l'exposition. Et puis donc, il y a eu une... C'est une fresque de Lina, justement. La fresque de Lina, exactement. Et donc, il y a eu si je me souviens bien aussi, enfin, d'après les informations qu'on m'a données, une carte blanche qui a été offerte au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, que vous avez donc créé. Johanna, Carole, Delphine, et il y a une carte blanche qui a été donnée au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, je crois, après l'exposition Elle, et où effectivement là la vidéo a été montrée et la personne qui s'occupait de la collection vidéo au musée, qui s'appelle Christine Van Hache, qui en est partie il y a
il y a 1 an à peu près, elle est partie à la retraite. Alors ça aussi c'est intéressant, je crois qu'il faut passer par là. Le Centre Pompidou, le Musée national d'art moderne, quand il s'est installé au Centre Pompidou, a immédiatement décidé de créer un service vidéo, dont s'est occupée Christine Vanache. Et c'est intéressant de savoir qu'elle ne venait pas de l'histoire de l'art, elle n'était pas conservatrice, elle s'est formée sur le tas. Et elle a constitué une des collections vidéo d'art vidéo en particulier, les plus extraordinaires parmi les musées internationaux. C'est aussi intéressant de savoir, justement, alors on disait tout à l'heure, mais les artistes étaient en retard sur les militantes. Bon, peut-être en France, c'est vrai, enfin, on peut en discuter. Mais aux États-Unis, la première personne à avoir un vidéo porte-à-pack, c'est une artiste qui s'appelle Joan Jonas, qui a donc représenté les États-Unis à la dernière Biennale de Venise, et qui, elle, a eu une vidéo porte-à-pack, comme Carole a eu une des premières vidéos porte-à-pack ici en France. Elle a eu en main la première porte-à-pack vidéo aux États-Unis. Et donc, s'est développé aux États-Unis vraiment tout un travail artistique, qui a réfléchi sur le vidéo. Et très vite, aux États-Unis, se sont créés, là encore, des départements de musées qui se sont intéressés à la vidéo. Je crois que ça s'est fait au Musée d'art moderne de New York, au Whitney Museum de New York, et dans deux musées, un en Californie qui s'appelle le Long Beach Museum, et un à Boston qui s'appelle l'ICA. Et c'est sous l'impulsion de personnes, comme Christine Vanache à Paris, par exemple, le département vidéo du MoMA a été vraiment le lieu de l'impulsion d'une femme qui s'appelle Barbara London, qui vient aussi de partir à la retraite d'ailleurs. Donc là aussi, quand on parle de génération, c'est ces temporalités-là qu'il faut effectivement penser. Et donc finalement, quand même, le moment auquel Christine Vanache décide de proposer l'acquisition de Mazo et Mizo au comité d'acquisition du Musée national d'art moderne, c'est donc 2011, ça a été entériné en 2011, et donc on est quand même passé, ça fait quand même un certain nombre d'années. Mais je crois que dans cette translation, il n'y a pas seulement la nostalgie, il n'y a pas seulement les extraordinaires qualités à la fois militantes et esthétiques de cette vidéo. Il y a aussi, à mon avis, la question de ce que représente peut-être aujourd'hui le musée comme espace public et comme espace où on peut effectivement se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire comment, finalement, durant ces 30 et quelques années, il y a le lieu de l'art, les lieux publics de l'art ont commencé à se transformer, peut-être aussi du fait des militants. C'est ça que j'essaie de raconter dans mon petit livre que je suis en train de faire. C'est comment, du fait d'un certain nombre d'usages activistes de technologie, le monde de l'art, il a aussi un peu changé. En tout cas, l'espace public que constitue le musée est aussi un lieu où tout d'un coup on peut se poser des questions qui ont un rapport avec le militantisme, avec le détournement, avec le droit de réponse. Et c'est important de savoir que finalement, tout d'un coup là, le droit de réponse que nos 4 insoumises ont flanqué, ont exercé, ont flanqué à la télévision d'une part et à Françoise Giroud de l'autre, tout d'un coup, il se transpose vers une autre institution, celle du musée, et effectivement, il peut garder, une fois de plus, toute sa pertinence. Ce que je veux dire par là, c'est que, finalement, est-ce que le musée, là, dans le rôle qu'il a en faisant l'acquisition de cette bande vidéo, est-ce que tout d'un coup, il n'a pas aussi pour mission d'essayer de penser un public ? Quand vous projetiez Mazo et Mizo au public militant, votre public, il était là. Il était constitué des féministes, entre autres, qui travaillaient avec vous, que vous connaissiez. Il y avait comme ça ce lien entre le public et la vidéo qui était projetée dans des conditions militantes. Là, tout d'un coup, on a une traduction, on a une totale translation, et tout d'un coup, on se retrouve à voir la vidéo. Elle a par exemple été montrée dans une exposition en 2012 qui a été organisée au Centre Pompidou et qui s'appelait Vidéo Vintage. Parce que j'ai déjà un titre que je trouve atroce. On dirait que d'ailleurs c'était fait avec des meubles vintage, comme dans une boutique vintage, et tout d'un coup ces vidéos devenaient des exemples de vintage, ce qui était une façon atroce d'en effacer justement la pertinence. Bon.
Mais est-ce que, en montrant ces vidéos dans des conditions normales, dans un musée, on ne peut pas essayer justement de penser cette question du public, hein, cette question de l'espace public et cette question du public, c'est-à-dire créer ce que Michael Warner a appelé un contre-public, des gens qui tout d'un coup vont se mobiliser à partir de la vidéo et essayer de l'actualiser. Voilà. Non seulement remarquer à comment elle est faite, à quel point effectivement elle marche, mais aussi essayer de penser son actualisation. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Bon. Mais j'aimerais bien savoir comment vous l'avez distribuée, diffusée, comment vous avez montré cette vidéo. Je voudrais poser une question à propos de cette nouvelle, de cette nouvelle diffusion, forme de diffusion muséale, comme tu dis. Je critique pas, enfin c'est un fait, mais je me pose des questions sur pourquoi est-ce que ça passe dans un musée comme comme une œuvre muséale, et pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à penser, ce qui se fait beaucoup, comme tu sais, installation. Parce que je trouve qu'une œuvre comme celle-ci, ou d'autres sûrement, peuvent donner lieu à des éclatements dans l'espace. Alors, bon, voilà. Je sais que j'ouvre une porte, voilà, je propose. Non, mais alors, les installations, tu te réfères peut-être, par exemple, au fait que Chantal Akerman, quand elle a décidé à un certain moment de sa vie de passer du côté de l'installation, c'est parce qu'on lui avait demandé, d'ailleurs. Hein. Bah, écoute, ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas conservateur, je ne suis pas curateur. Non, mais je pose la question. Brutalement, je trouve que Miso et Mazo pourrait être l'objet d'une installation... Bon, en fait, je peux pas demander aux autres. Avis Il n'y a qu'à toi que je peux poser la question. Les autrices, ou bien, je ne sais pas. Mais Étienne Sandrin, qui s'occupe de la vidéo au centre Pompidou. Et qui fait des installations. Non, mais les installations, c'est à vous de les faire. Hein. Théoriquement, quand on parle d'installation, c'est un processus qui demande effectivement, qui vous demanderait à vous. Je me dis que, tu vois, j'ai vu Miso et Mazo tant de fois que finalement, c'est magnifique et c'est lassant pour quelqu'un qui le connaît bien. Mais en même temps, d'une façon tout à fait étonnante, on pourrait le faire éclater dans l'espace. Et ça donnerait quelque chose... Tout à coup, je me suis dit, en voyant ça, on pourrait avoir plusieurs écrans, des interventions, on pourrait le transformer. Ça donnerait lieu à quelque chose de novateur, tandis que là, on est un petit peu quand même dans la répétition. Voilà. Avis aux amateurs, hein. Je la vends pas, l'idée. Hélène, tu aurais quelque chose que tu voudrais ajouter sur la diffusion au moment où vous avez fait la vidéo? J'aimerais un peu que vous parliez aussi des lieux de diffusion, des endroits où vous avez pu la montrer. Et sous quelle forme, justement? Mais on avait un collectif, juste un mot sur Mon œil, qui était un collectif de diffusion qui a diffusé la plupart de nos bandes militantes pour tous les autres groupes aussi, c'était un couple, Marc et Marcel Moiroux, qui ont fait un travail extraordinaire. Donc là, vous avez une photo, alors nous on la voit, mais on l'a pas derrière, je ne sais pas, qui est une photo faite par Cathy Bernheim. La première diffusion publique a été le tribunal international de Bruxelles, qui a eu lieu en mars 1976. Et là, on venait de la terminer, la bande. C'est comme ça que j'ai compris, d'ailleurs, on a tellement travaillé que j'ai toujours dit, on a toutes dit qu'on avait travaillé 3 mois, jour et nuit. Et c'est quand j'ai vu que les dates de Bruxelles, c'était mars, on n'a pas pu travailler 3 mois, on a travaillé 2 mois, jour et nuit. On s'est beaucoup amusé, c'est pas que le temps paraissait long, mais... Et donc on a pris la bande sous nos bras, et on est allés toutes les 4 déjà la diffuser là. Après, peut-être qu'Hélène saura vous donner des chiffres. Moi, j'ai aucune idée. C'est certainement une des bandes, un des films qui a été le plus diffusé, au-delà des cercles des féministes qu'on connaissait. Avec Hélène, on l'a dit tout à l'heure, je travaille sur un projet qui s'appelle Histoire, Mémoire et Bobine féministe, et on a enregistré des discussions de groupe autour de certains films. Et j'ai découvert dans une salle de la BNF, et j'ai découvert à l'occasion de ces enregistrements
que tout le monde avait vu ce film. J'ai découvert qu'il était passé dans des groupes femmes d'entreprise. On l'a pas su, nous. On courait pas derrière notre film. En revanche, je pense qu'Hélène a des données. C'est plutôt. Alors, déjà, effectivement, les premières vidéos féministes et militantes, donc pas que féministes, dans un premier temps, avant la constitution de ce collectif de distribution qui s'est appelé Mon Œil et qui n'a été finalement créé qu'à l'hiver 1974, les diffusions se faisaient de manière beaucoup plus comme des coup d'épingle, comme le disait Jean-Paul Fargier, c'est-à-dire avec un système aussi de vidéo-brouette où finalement les personnes qui faisaient les bandes allaient les diffuser elles-mêmes. À partir du moment où ce collectif Mon Œil est créé, et donc c'est le cas au moment de la sortie de Mazo et Miso vont en bateau, c'est ce collectif qui va se charger d'envoyer, de louer en fait, ces bandes et de les envoyer souvent par la poste ou alors de se déplacer avec le matériel de projection là où on les appelle. Et les lieux de diffusion, Nadia les a en partie évoqués, ce sont évidemment des réunions militantes, mais pas que féministes. Hein. Là, cette bande vidéo Mazo et Miso vont en bateau, elle intéressait évidemment les milieux féministes, mais également toute personne, en particulier s'intéressant au démontage de la télévision, un discours critique à l'encontre de la télévision et des masses médias. Donc ça a excédé le milieu féministe, ça c'est important de le noter. Donc des réunions festives aussi, des maisons des jeunes et de la culture, des universités, des maisons de la culture, des comités d'entreprise, Nadia le rappelait, des fêtes. Et aussi, et ça c'est un fait tout à fait exceptionnel qui a été mentionné très rapidement tout à l'heure, cette vidéo a fait l'objet d'une diffusion en salle, dans une salle, l'Olympique Entrepôt de cinéma, qui était alors tenue par Frédéric Mitterrand. Et à partir de mars 1976, donc, cette vidéo est à l'affiche. Et il va y avoir un relais de presse, y compris des articles dans le Nouvel Observateur, dans toute une série... C'est pas le mien, hein. Dans toute une série de journaux, d'hebdomadaires, etc. Donc il y a un relais dans de la presse relativement grand public et pas que de la presse féministe par ailleurs autour de cette vidéo. Donc Anne-Marie Duguet, qui est l'auteure d'une somme, d'un ouvrage tout à fait de référence sur la vidéo des premiers temps et qui s'appelle « Vidéo, la mémoire au point », qui est paru en 81 chez Hachette, souligne, et là je la cite, à propos de Mazo et Miso vont en bateau, c'est une des réalisations vidéo les plus diffusées, non seulement dans les groupes de femmes, mais partout où l'on s'interroge sur les modèles véhiculés par les masses médias. D'après elle, environ 300 000 spectateurs et spectatrices l'auraient vu à la fin de l'année 1980, donc un chiffre tout à fait considérable pour un film, je vous rappelle, tourné et diffusé en vidéo. Il faudra revenir peut-être sur le contexte de diffusion à l'Olympique Entrepôt. La salle a été aménagée spécifiquement, puisqu'évidemment, on n'a pas ces systèmes de vidéoprojecteurs qui existent aujourd'hui. Carole Roussopoulos m'expliquait, mais ça, je vous laisserai le dire par vous-même, que la salle avait donc été, de l'Entrepôt, la salle de cinéma avait été aménagée de manière à positionner un certain nombre de moniteurs vidéo pour que le film soit vu. Il y avait des sièges qui avaient été retirés, donc pour que le film soit vu correctement par tout le monde installé dans la salle. D'après les archives, donc si j'ai bien compris, vous le confirmerez ou vous l'infirmerez, mais c'était dans le cadre d'un programme avec 2 courts-métrages de Chantal Akerman, notamment Saute ma ville. Et cette vidéo Mazo et Miso vont en bateau, je le disais tout à l'heure, a fait l'objet non seulement d'un relais auprès de la presse grand public, mais c'est aussi, et ça c'est encore un fait notable, l'une des premières fois que les critiques professionnels de cinéma vont s'intéresser à un film vidéo. Donc là, c'est pour l'anecdote, je crois que je ne vous l'ai jamais dit jusqu'à présent, mais vous avez eu une appréciation de la part de l'Office catholique français du cinéma. Alors, je suis désolée, contrairement à tous les autres articles de presse, cette critique est assez négative et très elliptique. Il est dit « moyen métrage, sans recherche formelle, donnant un point de vue partial des problèmes. Et l'essai vidéo est réservé à un public adulte. » Donc, en tout cas, c'est quand même un fait notable. C'est la seule trace dans les années 70 que j'ai trouvée d'une critique d'un film tourné et diffusé en vidéo, en l'occurrence au sein de l'OCFC. Et puis, ça a été dit tout à l'heure aussi, évidemment, il y a eu quand même un certain nombre de pressions au moment de la sortie du film à l'Entrepôt.
Évidemment, il y avait quand même une secrétaire d'État à la condition féminine qui était impliquée. Et le directeur de cabinet, tout d'abord, serait venu voir donc Carole Roussopoulos en lui disant que la secrétaire d'État était informée de la vidéo, catastrophée, me disait Carole, et prête à rentrer en discussion pour que soit arrêtée sa diffusion. Françoise Giroud briguait déjà le secrétariat d'État à la culture, et Carole Roussopoulos racontait « Je me rappelle avoir dit, je vais en parler donc, à mes co-réalisatrices. C'était la seule chose, disait-elle, qu'il ne fallait pas proposer à quelqu'un comme Delphine, qui a dit « Puisqu'elle nous menace, nous allons garder le film 2 fois plus longtemps. » Et la deuxième pression est venue d'Antenne 2, qui a demandé également la cessation des projections pour enregistrement et réutilisation illégale de l'une de ses émissions. Et à ce moment-là, Mon Œil sortait justement d'un procès autour d'une bande vidéo qui avait été en fait engagée par les éditions des femmes autour d'une autre vidéo sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Et Roland Dumas, qui était l'avocat de Mon Œil et des réalisatrices, est parvenu à empêcher une poursuite judiciaire de la part d'Antenne 2. Et la stratégie qui a été adoptée, tout à l'heure vous aviez le petit encart qui était à l'écran, la stratégie qui a été adoptée, c'est de s'adresser à l'opinion publique et de se protéger derrière des célébrités. Il y a un manifeste qui est paru dans Libération le 28 avril 1976, on le voyait tout à l'heure, et qui a été signé notamment par Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Xavier Gauthier, Simone If, Annie Leclerc, Christiane Rochefort. Et elle disait, c'était à l'écran tout à l'heure, nous faisons nôtre la réponse que Carole, Delphine, Johanna, Nadia ont faite en vidéo à l'émission Bilan d'Antenne 2 intitulée « L'année de la femme de la NAF ». L'année, je ne sais pas du tout, le lapsus, je l'analyserai plus tard. L'année de la femme, ouf, c'est fini. Donc émission à laquelle a largement participé un membre du gouvernement, Françoise Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine. Il n'existe aucun droit de réponse, aucun droit de critique à la télévision. Mazo et Miso vont en bateau constitue une réponse à l'agression sexiste, donc politique, de l'émission de Bernard Pivot. Nous appelons toutes les femmes à faire connaître cette bande vidéo et à la diffuser le plus largement possible. En réalité, quand même, la vidéo va être retirée au bout à peu près d'1 mois, quand même sous la pression d'Antenne 2. Mais les Insoumises ont alors fait savoir qu'elles ne retireraient pas leur bande vidéo du reste de la circulation, donc simplement s'était retiré des salles, et qu'elle ne le retirerait cette vidéo de la circulation et de la diffusion sauvage que le jour où elle serait diffusée à la télévision. Et le 18 mai 1976, Antenne 2 envoie un courrier qu'on a retrouvé également, et qui dit que, voilà, qui menace de nouveau, et puis finalement ça restera lettre morte. Donc effectivement, cette vidéo a eu une circulation très importante dans les années 70, et pour être raccord avec ce que disait Elisabeth, cette circulation n'a jamais cessé. Elle a toujours été transférée, sauvegardée, et notamment grâce aux compétences techniques de Paul Roussopoulos, qui a assuré des transferts réguliers depuis les années 70 en fonction des nouveaux supports technologiques qui émergeaient. Donc il y a évidemment tout ce travail de sauvegarde aussi qui explique qu'une bande vidéo continue de circuler. Et puis sur la question, et après promis je rends vraiment la parole, mais sur la question quand même de l'entrée au musée, il me semble qu'à propos de l'exposition vidéo vintage, il faut quand même souligner que, à mon sens en tout cas, le plus gros problème de ce dispositif de monstration des vidéos était, et on l'entend dans le terme de vintage, on n'entend pas l'historicisation évidemment des dispositifs de production et des dispositifs de monstration de l'époque, et bien justement, toutes sortes de vidéos produites et diffusées dans des conditions complètement disparates, parfois à la télévision, parfois déjà dans les musées, parfois dans des circuits militants, étaient présentées dans un salon vintage dont effectivement les meubles avaient été chinés à Saint-Ouen. Donc ça pose problème quand même sur la réception que nous-mêmes, jeunes générations éventuellement, étudiants dans la salle, qui n'avons pas connu cette époque, pourrions, de la manière dont on pourrait recevoir cette vidéo, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens
de sa compréhension. C'est ce que j'essayais de dire. Non, montrer véritablement la vidéo, ce serait effectivement la montrer dans des conditions, normales. J'étais en train de réfléchir pendant que tu disais, je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles elle a pu rentrer au musée, c'est peut-être pas à cause de son contenu féministe, je dois dire, mais peut-être à cause de la critique des médias, et ça rentre du coup dans un rapport que la vidéo a pu avoir, ce que vous dites très bien dans votre manifeste, parce qu'il est radical. Il dit la télévision ne nous représentera pas, il faut utiliser la vidéo. Et il se trouve qu'effectivement, pour faire le lien entre la diffusion de votre vidéo et tout ce qui s'est fait dans le champ des arts, du coup, à la fin des années 70 et au début des années 80 notamment, c'est effectivement tous ces artistes qui ont fait des travaux qui sont des critiques des médias, qui utilisent des archives des médias et qui les montrent, les analysent, les répètent, les réactualisent, etc., etc. Et je pense aussi que la muséification, on pourrait dire, de Mazo et Mizo vient peut-être aussi de cette énorme veine qu'il y a eu dans les années 80-90 de critique des médias par l'intermédiaire de la vidéo ou du numérique après, etc., d'œuvres d'art, je voudrais dire. Je propose une autre série d'extraits, mais là, on va partir dans un autre temps. Le premier date de 56 et on va retrouver Françoise Giroud. Et le deuxième date de 72 et il s'agit de Delphine Seyrig. J'ai choisi ces deux moments parce que c'est deux moments où on parle de l'avortement et de la contraception. Et entre 56 et 72, il y a deux façons de parler de cette question. Et il y a surtout une très belle colère de Delphine Seyrig. Il me semble que c'était assez important aussi de voir à travers les archives comment aussi on peut contextualiser l'émission de 75. Parce qu'on voit bien là que aussi le problème, c'est la parole qui est donnée, comment les femmes peuvent prendre la parole à la télévision. Et donc je pensais que finir avec ces deux moments, c'était aussi voir ce passage qu'il y a eu jusqu'en 75. Et aussi l'émission de 56 est tout à fait étonnante parce qu'elle donne la parole aux prostituées, elle donne la parole donc à Giroud, mais aussi il y a un long moment sur le suffrage des femmes. Donc j'ai pensé que c'était très important qu'on puisse voir que la télévision en 56 commence à poser la question d'une manière peut-être très timide, nataliste, comme dit Nadia, mais au moins un certain nombre de femmes ont pu voir ces images. Alors je voulais aussi dire, si les images sont un peu pointillistes, c'est qu'il y a un problème sur le film et j'ai préféré, malgré la mauvaise qualité du document, vous le montrer. Oui, je redis que c'est Frédéric Rossif qui a fait la réalisation avec Denise Billon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être ? Mais je voulais rappeler aussi que les divers documents qu'on a vus ce soir, les documents INA, sont tout à fait visibles à l'Inathèque, dans certaines médiathèques. Il suffit de regarder sur le site de l'Inathèque. Et on peut voir aussi à l'Inathèque la leçon de cinéma de Carole Roussopoulos, qui est conservée dans le fonds d'archives du Festival des films de femmes de Créteil. Oui, parce que maintenant, il faut que vous les voyiez. Et à la fois l'émission et puis surtout la bande. Ce serait vraiment important maintenant de les voir dans leur continuité, l'une et l'autre. Oui, parce qu'il y a 1h45 d'émission de pivot et 55 minutes de vidéo. On a fait des choix déchirants. Hein.
Merci. Moi, je trouve cette idée de détournement absolument formidable. Et je voudrais dire qu'elle a une actualité très, très vivante. Dans son projet, d'ailleurs, d'inciter un public à devenir contre-public. Et je voudrais parler des journées du matrimoine qui vont se dérouler en même temps que les journées du patrimoine, en septembre. Donc il s'agit là d'un détournement culturel. Et alors c'est l'association HF, Hommes-Femmes, qui prépare ces parcours. Il y aura des interventions dans les musées où on va regarder les œuvres d'un point de vue féministe. Et puis il y aura aussi dans Paris des parcours urbains culturels féministes où il s'agit d'éclairer les femmes du passé, les grandes figures du passé, il faut les éclairer toujours, mais aussi il s'agit de mettre en lumière celles que le patriarcat a occultées. Et puis, troisièmement, il s'agit de donner au bâtiment la parole pour qu'il tienne un discours féministe. Voilà, alors je vous engage à nous suivre. Et ça sera le 18 et 19 septembre, en même temps que les journées du patrimoine. Suivez les journées du matrimoine. Et Hélène, tu avais peut-être quelque chose à nous dire aussi sur où trouver la vidéo, non, de Mazo et Mizo? Ah, il y a une question. Bonsoir. Alors, je voudrais savoir, donc, de nos jours maintenant, qui a pris la relève et est-ce qu'il y a un groupe qui utilise, par exemple, les nouveaux outils comme YouTube? Oui, il y en a plein. Non, mais il y en a plein, effectivement. Nadia, si cité Oser le féminisme, on aurait pu citer La Barbe aussi, et plein d'autres. Et des recherches aussi, d'ailleurs, qui sont menées autour de ça. Et là, je citerai les travaux de Bibia Pavard, de Claire Blandin, donc sur ces questions, sur l'usage de la vidéo sur le net et dans les réseaux sociaux. Il y a vraiment voilà, plein de choses, plein d'objets, plein de travaux. Donc, alors, oui, du coup, je profite du fait que peut-être le micro va se balader à un autre endroit pour simplement préciser que Mazo et Mizo vont en bateau est visible dans de très très nombreux lieux. Donc, elle a été, cette vidéo, numérisée par la BNF et par Memoriave depuis maintenant plus de 10 ans, mais elle a été restaurée depuis par le ZKM, c'est-à-dire le Centre d'art et de technologie des médias de Karlsruhe, sous l'impulsion du Centre Pompidou, suite au grand succès remporté par la bande vidéo lors de l'exposition Vidéo Vintage. Il y avait une page pleine dans Libération qui parlait quasiment que de Mazo et Mizo vont en bateau. Et donc une restauration entreprise avec la collaboration du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui distribue le film aujourd'hui, et de l'association Carole Roussopoulos, qui avait mis à disposition donc un support à l'époque de restauration qui venait de la Médiathèque Vallée à Martigny. Donc beaucoup de supports. Une première restauration, peut-être que d'ailleurs d'autres restaurations pourront ultérieurement encore être entreprises, parce qu'une restauration est entreprise à un instant T et que les technologies évoluent, les supports que l'on retrouve peuvent eux-mêmes évoluer et ramener de nouveaux éléments. Et il est en consultation, donc outre au Centre Simone de Beauvoir, dans différents lieux, bien sûr à la Bibliothèque nationale, au Centre Pompidou, puisque c'est dans les collections, et dans de très très nombreuses médiathèques, puisque la vidéo a été acquise par Images de la Culture, donc le catalogue du CNC. Et c'est un film qui aussi, en plus, est édité dans un coffret, Carole Roussopoulos, Caméra militante, lutte de libération des années 70, paru en 2010 chez Métis Press et qui lui-même a été acquis évidemment par de nombreuses médiathèques. Autrement dit, cette vidéo est loin, et aux États-Unis bien sûr, traduit. Et alors toi, tu as traduit. Évidemment, ça circule. La vidéo circule en fait dans les nouvelles présentations de vidéo vintage à travers le monde. Et Johanna a effectué, vous imaginez combien c'était compliqué, une traduction
totale en anglais. Sous-titres, cartons, chansons. Un exploit. Que quelqu'un nous dise où ça en est la diffusion, mais bon, on ne connaît pas la correspondante d'Hélène aux États-Unis. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment le passage au musée, justement, fait que les questions de conservation se posent avec d'autant plus d'acuité et d'efficacité. Il reste une dernière oui, question. C'est pas une question, je voulais juste préciser à la suite de ce que disaient Hélène et Johanna, qu'effectivement la traduction de Mazo et Mizo en anglais est très importante, puisque le film peut atteindre maintenant un public anglophone qui est très demandeur par rapport à toutes ces vidéos, et que l'ensemble des vidéos qu'on a évoquées là, que ce soit celles d'Imus Samus, de Carole, de Delphine, Nadia, etc., ou de Vidéa, sont effectivement au Centre Simone de Beauvoir, et que des DVD sont faits à la demande sur les films et sont en vente. Donc ça circule beaucoup et ça tourne beaucoup, mais c'est vrai que la traduction en anglais était très importante, parce que ça permet aussi à des chercheurs de par le monde qui ne maîtrisent pas le français d'y avoir accès, et la traduction est vraiment géniale. Elle a été vraiment faite de main de maître ou de maîtresse, je ne sais pas comment on peut dire, et ça fait beaucoup rire les anglophones, donc c'est que ça marche. Non, à ma connaissance. Je vais passer avant Catherine, parce que je voudrais la remercier. Moi, ça fait 40 ans que je n'avais pas vu l'émission originale, donc de découvrir Tout le monde en couleur et de pouvoir réfléchir à la manière dont on avait travaillé, c'est vraiment un cadeau que tu nous as fait. Merci Catherine. Merci à toi. Et merci à vous toutes. Oui, donc au nom de l'INA, je voudrais vraiment toutes vous remercier pour votre contribution ce soir, votre participation, et vous rappeler que nous sommes le 7 mars, il est 21h, donc dans 27 heures, ouf, la journée de la femme, c'est fini.